Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma très chère Marie, une nana si incroyable, si talentueuse. Fais pas ta timide, Marie, s'il te plaît. Donc je peux dire bonjour. Oui, tu peux dire bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Marie, je suis une nana incroyable apparemment. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet pas facile à mettre en place dans sa vie. Il s'agit de sortir de sa zone de confort. Exactement. Donc déjà, première question, qu'est-ce que c'est pour toi de sortir de ta zone de confort? Alors, sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui me donne envie, tout simplement. Et ça te paraît très très loin, très inaccessible, mais c'est quelque chose qui te fait envie, tu vois. C'est vraiment, pour moi, il y a l'envie qui est au centre de la définition. Faut avoir envie d'aller ailleurs. Et tu te sens bloqué dans quelque chose, enfin dans ta situation actuelle, et qui te plaît pas, en fait, où il y a quelque chose qui te dérange, sinon, bah, pourquoi sortir de quelque chose qui te dérangerait, quoi. Donc, c'est vraiment sortir d'un endroit dans lequel tu te complais et qui te convient pas, Dans pour lequel aller tu te sens safe. dans, voilà, t'as une espèce de safe place, mais pas qui t'épanouit forcément, tu vois. Sinon, si tu te sens épanoui, y a pas de raison de sortir d'une zone où t'es épanoui. Tout à fait. Donc, c'est sortir de ta safe place pour aller vers quelque chose qui te donne envie, mais tu ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que t'as peur. Pour moi, c'est ça en fait. C'est affronter ses peurs. C'est affronter ses peurs et c'est accepter d'aller vers quelque chose qui te fait peur, mais qui te fait envie. Et c'est pour ça que je mets bien le distinguo entre il y a sortir de sa zone de confort et prendre entre guillemets des risques inutiles. Dans le sens où il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se disent ah ouais, ça par exemple, ça a l'air trop cool, je vais le faire, mais qu'au fond, n'en ont pas vraiment envie. Du coup, elles vont tout plaquer pour faire un truc et après, elles vont le regretter ou alors, au contraire, il y a des gens, tu sais, qui sont beaucoup influencés avec les réseaux sociaux, tout ça, qui se disent ah putain, j'aimerais tellement voir sa vie, etc. Et qui au fond se disent bah vas-y, je vais tout plaquer pour faire comme elle ou comme lui. Mais en fait, au fond, ils ont pas envie de cette vie. Enfin, je veux dire, ça fait rêver sur le papier, mais il n'y a pas l'envie. Alors pour moi, c'est vraiment avoir envie de quelque chose et quitter une zone dans laquelle on n'est plus épanoui. Pour moi, c'est vraiment ça, si on devait définir. Et c'est vrai qu'on peut facilement confondre la définition de zone de confort ou sortir de sa zone de confort. C'est des gros mots, enfin un grand mot. Et pour moi, ouais, c'est important d'avoir l'envie et d'avoir une zone dans laquelle bah t'es bien mais où t'es pas épanoui. C'est vraiment les critères, quoi. À rester dans sa zone de confort. C'est ça, ouais. Et c'est quand la dernière fois que t'es sortie de ta zone de confort? Eh bien, c'était tout récemment. Mais c'est vrai ça. Oh, mais c'est vrai. Tiens. C'est pour ça que ce podcast va être riche, très riche. On va bien s'amuser. On va très bien s'amuser parce que là, en plus, je viens, mais je pouvais pas être au meilleur moment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai dit, il faut qu'on fasse ce podcast maintenant. Mais oui, parce que moi, je suis même pas au courant, donc j'ai trop hâte de savoir. Parce qu'en fait, à la base, moi, je suis sortie une première fois de ma zone de confort. Enfin, il y a plusieurs cas où je suis sortie plusieurs fois, mais on va dire dans les gros moments de ma vie, je suis sortie une fois de ma zone de confort de manière très violente. Et là, deuxième sortie de zone de confort version violente. Donc là, allez hop, petit 360 drift. Donc en fait, la dernière fois, c'était la semaine dernière. Et moi, j'étais au conservatoire, conservatoire de théâtre de Caen. Et j'étais en classe préparatoire, donc c'était une prépa théâtre. Donc pour rentrer dans une prépa théâtre, c'est pas parce que c'est une prépa théâtre qu'on fout rien, c'est vraiment une prépa à part entière, comme ça peut être n'importe quelle prépa en fait. Et il y a des conditions d'admission, il y a un concours, donc j'ai passé le concours qui était très sélectif, je l'ai réussi et là j'étais en deuxième année. Les mois ont passé, donc depuis la rentrée, et j'étais pas déjà dans un bon mood parce que j'ai fait une dépression cet été. Et la dépression, c'est pas quelque chose qui se règle en 2 temps 3 mouvements, ça prend des mois. Et j'arrive à la rentrée avec beaucoup d'appréhension. Et le théâtre, pour moi, c'est ma safe place. J'ai tout quitté pour faire du théâtre. Spoiler alerte, hein, voilà, je spoil quelques petits trucs, mais j'ai tout quitté. C'était ton rêve, en fait. C'était mon rêve depuis toute petite. Entre guillemets, j'étais née pour faire ça. J'ai toujours adoré le spectacle. J'étais vraiment la petite fille qui faisait des spectacles quand elle était enfant devant les parents, oui, fan de Lady Gaga, bien, Britney Spears, Madonna, etc. Donc moi, je voulais faire du théâtre. Ma vie était un théâtre. Ma vie est toujours un théâtre. Je théâtralise tout ce que je touche en fait, donc tout ce que si je peux dis. me permettre, en plus ça te va tellement bien. Oui, de faire ça me va bien. Très douée vraiment là-dedans. C'est gentil, mais du coup voilà, pour moi c'est vraiment mon essence en tant que personne.
Et c'est pour ça que j'ai tout quitté pour faire du théâtre. Et à la rentrée de cette année, donc septembre 2023, je me dis, bon, ok, je vais pas bien, mais le théâtre, c'est ma safe place, c'est là-dedans que je vais me ressourcer, j'y vais, quoi. Et les mois passent et ça va toujours pas mieux. Et je me dis, je perds le plaisir de faire du théâtre. À côté, je faisais aussi beaucoup de sport, donc de la musculation, 4 fois par semaine. J'avais un coach personnel pour prendre en masse musculaire, donc j'avais d'autres objectifs à côté. La musculation, ça a été également ma safe place, parce qu'il faudra en parler ça plus tard aussi, mais voilà, c'était ma safe place. T'étais hyper assidue sur la salle de sport. J'étais hyper assidue, non mais j'avais un rythme de vie... Hein. Très calculé au cordeau, quoi, presque militaire en fait. Ouais, et très sain au final pour ton corps. Très sain, sauf qu'en fait, nourriture aussi. Ouais, trop, ça a été trop. Parce qu'en fait, j'ai fait une espèce de burn-out de tout et je me suis rendu compte que j'avais plus de plaisir à aller à la salle. J'avais plus de plaisir à aller au théâtre. J'avais plus de plaisir à être en classe, à voir mes copains de classe. Je perdais peu à peu la flamme en fait et le plaisir. Là, c'était la phase, entre guillemets, un peu vaseuse, quoi. C'est-à-dire qu'on était dans un entre-deux où je commençais à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Quel est le sens de la vie? Enfin, des grosses questions, quoi. Et là où ça a dérapé, c'est que je continuais à aller en classe, mais je faisais des crises d'angoisse en classe. Très violente, sachant que moi j'ai pas un passif on va dire de dépression, enfin j'en avais déjà fait une avant, mais je suis pas je suis quelqu'un d'anxieux, mais les crises d'angoisse j'en ai jamais trop fait. Je suis pas une personne qui a un passif énorme avec beaucoup de crises d'angoisse, etc. Et là c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait de devoir aller la boule au ventre, d'avoir des crises d'angoisse terribles. C'est-à-dire que quand j'allais en cours, je devais carburer minimum à 2 Xanax par jour. Et il y avait des fois où les Xanax n'étaient pas du tout efficaces, et donc du coup c'était terrible, et je faisais peser le poids de cette dépression et de ces crises d'anxiété sur le groupe. Et en théâtre, le groupe c'est tout, c'est ce qui fait avancer, et on n'est rien sans le groupe. Quand tu parles du groupe, c'est ta classe? Ma classe, okay. Ma classe. Et on est très soudés, c'est une famille, c'est aussi c'est des collègues de travail, c'est des camarades, mais c'est aussi une famille. Et en fait, faire peser ça sur les autres, ça donne un coup aussi. Il n'y a pas que nous qui souffrons, il y a aussi le groupe de travail. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose qui cloche. Et moi, je suis suivie par un psy, et en fait, là, on était à une séance par semaine. Donc en fait, tout ça pour dire que le théâtre était ma safe place, mais je me refusais à écouter en fait les signaux d'alerte. Et il a fallu qu'on me mette en arrêt, parce que là ça n'allait plus du tout. Il y a eu un moment où j'ai, on va dire, eu des pensées beaucoup trop noires, et où il y a presque eu un passage à l'acte, parce que j'avais eu des pensées suicidaires. Ça a été très loin, et tout ça a été conditionné aussi par un environnement dans lequel je ne m'épanouissais plus, qui était le théâtre en fait. Et en fait on m'a mis en arrêt. Et on m'a mis en arrêt 2 semaines, et pendant les 2 semaines, je n'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai redormi d'une manière mais terrible, quoi. Je dormais comme un bébé. J'allais travailler. Avant, tu trouvais que tu ne dormais pas assez? Oui, mon sommeil, forcément, il était complètement pacté. Je dormais pas bien. Je mangeais pas bien, des fois je mangeais quasiment pas parce que mon appétit était parti. Alors moi, sachant que je suis un ventre sur pattes de base, je mange tout le temps. Estomac sur pattes. Estomac sur pattes, c'est ça. Je mange tout le temps. Donc à partir du moment où Marie n'a plus faim, on lance l'alerte, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est les sirènes d'alerte, c'est urgence 3000, parce que c'est pas normal. Mais ça paraît logique, à partir du moment où quelqu'un se nourrit pas bien, ne dort pas bien, enfin c'est le basic human needs, quoi. Donc du coup, tu te rends compte de l'ampleur de la situation. Ouais, et en fait, moi, il m'a vraiment fallu un électrochoc on vous met en arrêt, en fait. On vous met en arrêt 2 semaines, sinon on vous perd. Mais on vous perd pour de bon. Et en fait, ce qui a été très dur à avaler, c'est de se dire, putain, mais en fait, ma safe place, qui est le théâtre, ce n'est plus ma safe place. Ouais, et ça, c'est dur. Et en fait, ce qui est très dur, c'est de se dire que c'est une safe place qui n'est plus une safe place, mais qui reste une safe place. Je m'explique. Je vois ce que tu veux dire. Je m'explique, dans le sens où c'est mon psy qui m'a dit ça. En fait, c'était ma zone de confort, le théâtre. C'est-à-dire que quand on dit zone de confort, c'est un peu, ça porte à confusion, parce que c'est un endroit dans lequel on est. C'est dans laquelle c'est le vraiment paramètre par défaut, donc on est là, on n'est pas forcément hyper
bien dedans, on vit pas notre best vie, mais on est là quoi. Et c'est pas enfin c'est confortable dans le sens où bah on se pose pas de questions, mais c'est pas confortable dans le sens où on s'épanouit pas dedans. Et donc du coup, j'ai fait le choix de quitter le conservatoire et ça a été un sacré changement et pour le coup une sacrée sortie de zone de confort. Avoir ce move là, ça demande un courage énorme quand on pense tous les sacrifices que j'ai fait pour en arriver là. Où j'ai dû... Bah là, j'ai 24 ans, j'ai 25 cette année. J'ai quand même sacrifié pas mal pour être dans le théâtre, évoluer dans le théâtre. Ça fait 3 ans maintenant que j'y suis. Financièrement et humainement. Humainement, financièrement, tous les plans, c'est très compliqué. Et de se dire, en fait, j'ai fait tout ça pour arrêter. Il y a un truc où on se dit, mais... La gestion de l'échec est compliquée. La gestion de l'échec est compliquée et encore, ça a été compliqué au début, mais maintenant je l'aborde beaucoup plus sereinement. Parce que, en fait, ça ne sert pas à rien et ça fait partie du chemin, en fait. C'est les expériences de la vie et heureusement qu'on tente des trucs, qu'on se plante. Et je pense qu'on devrait tous faire ça. Mais après, on est une génération on fait déjà beaucoup ça, de tenter des trucs, aller dans des voies. Mais ça fait peur, en fait. Et il y a pas mal de personnes qui sont paralysées par la peur de mais imagine j'échoue, imagine j'y arrive pas. Bah moi en fait je me suis pas laissé le choix, je me suis dit quand j'ai tout plaqué pour faire du théâtre, je me suis dit juste j'y vais ou je meurs en fait. Si j'y vais pas, je vais mourir quoi. Je vais mourir de regrets, il y a rien de pire que les regrets dans la vie. Ça, c'est vrai que dans la vie, on se focalise beaucoup sur l'objectif final. Oui, mais en vrai, on oublie que la première victoire, c'est de l'avoir déjà fait. C'est clair. D'avoir sauté le pas, d'être au conservatoire. Ça, déjà, c'est une énorme victoire pour toi d'avoir accédé à ce rêve. Totalement. Tu l'as vécu. Et après, merde, je me rends compte qu'en fait, c'est pas ce que j'avais imaginé. Ça me rend pas forcément heureuse. Et en vrai, les gens n'y pensent pas, mais c'est à prévoir dans le protocole. C'est à prévoir. Et moi, je l'ai pas prévu, tu vois. Quand je me suis lancée, je me suis dit, mais c'est ma nature, c'est mon essence. I was born to make history, tu vois. Je suis faite pour ça. Et c'est là, encore une fois, qu'il y a le truc de... on peut être fait pour quelque chose, mais ne pas forcément pouvoir en vivre. Ou alors, parce qu'en plus c'est un métier passion, c'est un métier artistique, ou alors là on commence à toucher à des problématiques financières où il y a de tout. Et c'est pas parce que t'es passionné par quelque chose que tu peux être rémunéré pour ce quelque chose et en faire ton métier. C'est pas parce que t'es bon en quelque chose que tu vas forcément faire ton activité principale. Ou c'est pas parce que t'es bon dans quelque chose que cette chose va t'épanouir. En fait c'est comme l'ikigai quoi, enfin, je trouve que c'est super bien l'ikigai, je sais pas si tu connais. J'ai pas la ref. Et ça va intéresser plusieurs personnes du coup. Petite anecdote ikigai. En gros c'est un concept japonais qui en fait fait partie d'un mouvement de développement personnel où en gros t'as plusieurs petits cercles. Donc t'as 4 cercles avec ce pourquoi je suis douée, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payée, enfin qu'est-ce que je peux faire qui peut être rémunéré, et en quoi je suis bon. Et en fait, la rencontre de tous ces cercles crée ton ikigai, à savoir ton but de vie, le sens de la vie, ton métier entre guillemets de ouf quoi. D'accord. Un métier qui réunirait toutes ces caractéristiques-là. Et je trouve que c'est pas mal parce que, tu vois, le théâtre, ça m'épanouit, mais financièrement, c'est difficile de se faire rémunérer. Oui, tu disais que c'était très compliqué d'en vivre. C'était compliqué d'en vivre. Surtout pendant les études. Ouais. Et qu'après, c'est une guerre sans nom pour décrocher non, mais des contrats. C'est un métier artistique comme un autre, c'est très galère. Et même si t'es doué dans ça, admettons, avec toute l'humilité qu'il faut pour dire je suis douée, mais admettons t'es doué, il faut pouvoir en vivre. Il faut que les gens aient un besoin, donc il faut que tu puisses réussir à te vendre. Et il faut que tu qu'est-ce que je disais, que tu aimes faire ça. Et là, tous les caractéristiques n'étaient pas cochées en fait. Ouais. Il y avait que la caractéristique j'aime faire ça, ouais. Et je crois être bonne en ça. Donc mais après c'est vrai que c'est un deuil à faire de ok, j'arrête le théâtre, je vais pas faire ça de ma vie, je vais devoir faire une croix sur... C'est dur à entendre ça. C'est aussi dur. En fait, je pense que c'est ça le plus dur, c'est de faire le deuil de, je vais pas faire ça de ma vie. Et il y a un truc qui se dit, putain, il y a une part en toi qui se dit, mais quand je vais voir les autres, par exemple, mes amis sont toujours dans le milieu du théâtre,
Et quand je vais les entendre parler de ouais, je vais être sur cette pièce, ouais, je vais faire telle chose, etc. Bah, il y a une part en toi qui va se dire ah, mais si seulement j'avais continué, peut-être que j'aurais pu être à leur niveau, ou peut-être que j'aurais pu. Et ça, c'est une grosse connerie parce qu'en fait, si t'as pris une décision, t'as eu tes raisons à un moment donné, et c'est comme ça en fait. Puis il y a aussi un truc de j'ai pas envie d'être jalouse parce que j'ai pris cette décision parce que j'ai eu mes raisons, et il faut absolument pas que je rentre dans une espèce de oh là là, je m'en veux, ou de si t'as pris cette décision, c'est parce qu'à un moment T, à un instant T, ça n'allait pas et il fallait que tu prennes la meilleure décision. Et je sais que parfois, c'est des métiers où en apparence tout est beau, tout est rose. Ah, ça fait rêver les métiers du spectacle. Exactement, aussi. mais que ça soit chanteur, que ça soit mannequin, que ça soit danseur, que ça soit acteur, en apparence, on se dit ouah, mais c'est génial, ouah, mais j'aimerais tellement être à leur place. Mais l'envers du décor, les amis, l'envers du décor, on n'en parle pas, mais moi je vais vous en parler parce que mais parlons-en, bordel. Parce que je peux vous dire que en fait, il faut bien réfléchir au ratio, il faut accepter le ratio, c'est-à-dire que pour aller 10% de bonheur extrême ou de fame ou de réussite, t'as 90% de grosses galères et de souffrances. Enfin, pour être artiste, faut vraiment... Je pense qu'il faut pas être que courageux. Hein. Faut avoir un... Faut savoir faire des sacrifices. Faut avoir un pet au casque. Carrément. Non, mais c'est-à-dire que soit il faut avoir une famille qui a la possibilité de t'épauler financièrement. Et financièrement surtout pour et pouvoir ceux vivre. qui ont la chance d'avoir des parents qui peuvent les soutenir mais grand bien leur face, et tant mieux. Ou alors faut être dans une famille d'artistes parce que t'as aussi toute la mentalité d'artiste, parce que moi je dis ça parce que moi si je quitte aussi le théâtre, c'est parce que j'ai besoin de stabilité dans ma vie, de stabilité financière, de stabilité professionnelle, et il y a des âmes d'artistes qui eux ont cette vie là en fait, ont cette mentalité de moi j'ai pas forcément besoin de savoir où je dors demain, moi j'ai pas forcément besoin de me stresser par rapport à l'argent. Il y en a qui arrivent très bien, oui, c'est vrai. Mais c'est des personnalités et moi je suis pas comme ça. Et t'as besoin d'avoir au moins ta base de survie. Exactement, genre, je paye mes courses, mon loyer, ouais. Et il y a un moment safe. où j'ai refusé, en fait, il y a un moment où je me suis carrément menti à moi-même, ou de me dire, mais non, mais moi j'ai pas besoin de la stabilité, j'ai pas besoin de la sécurité, tout ça, machin. Et en fait, si, et c'est pas une honte en fait de vouloir, et c'est pas être une vieille conne, ou c'est pas être une espèce de où on se dit ah tu te rapproches de la trentaine, ça doit être ça machin, pas du tout. Il y a juste des caractères différents, et moi je pense que je me suis voilé la face en me disant que j'allais y arriver et que je connaissais les risques, mais que j'y allais consciemment, volontairement et avec un grand sourire aux lèvres. Non, en fait, je pense qu'il y a une part de moi qui s'est clairement menti à elle-même en disant bah il y a des risques mais je vais les ignorer bien fort, tu vois. Gros red flag ignoré, tu vois, comme les mecs. T'as que des red flags, mais t'y vas, tu vois. Tu te dis, mais non, mais vas-y, ça va bien se passer. Ça sera un autre sujet, bien sûr. Voilà, ça sera un autre sujet, peut-être un autre podcast. Voilà, non, mais voilà. Et du coup, sortir du théâtre, du conservatoire, ça demandait, pour le coup, grosse remise en question. Grosse remise en question, et il faut vraiment avoir du courage, parce Beaucoup que... de courage. En fait, l'art de sortir de sa zone de confort, c'est de se dire, ok, j'étais dans ma zone par défaut, j'étais clairement pas heureuse, même si tout portait à croire que moi j'avais tout quitté pour faire ça, donc de base j'étais censée être heureuse, c'était ma zone de confort, de défaut, j'étais là. Mais mon envie, c'était la paix. Je voulais avoir la paix, je voulais avoir du calme, le temps de me reposer, de la stabilité, et c'est ça, j'avais envie de ça, c'est ça ce dont j'avais envie. Et du coup, bah, ça impliquait de partir en milieu d'année, donc de lâcher sa classe, de lâcher le groupe, quitte à faire une petite fissure dans le groupe, et c'est perdre un membre d'une troupe en fait. Donc c'est pas juste un pote de classe qui se barre, non, là c'est on perd un membre de la troupe, donc c'est plus difficile. T'as peur de décevoir un peu les Non, gens? pas du tout. Non. Pas du tout. Alors non, le regard des autres, ça je m'en contrecarre. Ça te passe au-dessus. Ça me passe au-dessus parce qu'en fait je fais pas ça pour eux, je fais ça pour moi, et eux ils sont juste obligés d'accepter ma décision. Moi je fais ça parce qu'il y a un moment où ça reste presque de la survie de... En fait ces gens-là, c'est pas eux qui payent mon loyer, je ne leur dois absolument rien. Évidemment que je les aime parce que c'est ma troupe de théâtre, mais je veux dire il y a un moment où... c'est de moi dont il s'agit, c'est mon bonheur et mon épanouissement, et même si ça fait mal, je prends cette décision parce que j'ai besoin de la prendre, et c'est là où il faut se dire ok, j'arrête en fait,
Mais je pense que ce conseil, enfin ce truc de sortir de sa zone de confort, il vaut dans tous les domaines, que ce soit relationnel, professionnel, mais dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle décision où on se dit bah en fait je suis pas heureuse. Déjà il faut reconnaître, et ça c'est aussi un truc, hein, faut reconnaître qu'on n'est pas heureux et se dire bah ok, j'arrête de mentir, ça va pas, et ouais je continue, mais et il y a, je pense que beaucoup de gens continuent, tu vois, ils s'entêtent à se dire mais non, mais en vrai ça me fait chier de partir, on se trouve des excuses. Oui. Mais en fait il n'y a pas d'excuses à avoir, on n'a qu'une vie, il faut vraiment, bah en fait tout est possible, donc bah ouais je pars. Ouais, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait tous ces trucs là, mais ça n'a pas, c'est pas en vain en fait. Tout ce qui s'est passé, ça nourrit en fait, ça nous nourrit, et bah ouais, je suis partie en plein milieu de l'année, je sais pas ce que je fais demain, j'ai pas forcément de projet, typiquement là je peux aller n'importe où en France, en fait je repars de zéro, tu quoi. peux vraiment recommencer ta vie à Je zéro, peux là. partir de zéro, je peux faire ce que je veux là. C'est-à-dire que là j'ai un travail à côté, mais à côté de mes études j'avais aussi un travail, mais là du coup j'y suis à temps plein. Là, typiquement, demain, je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux. J'ai un travail, donc du coup, financièrement, je suis ok. Mais demain, je peux me casser, je sais pas moi, en Angleterre, je peux aller à l'étranger, je peux me barrer dans le Cotentin, je peux aller à Strasbourg, je peux faire ce que je veux. Ouais. Et ce truc de putain, je peux faire ce que je veux, je suis libre. Il y a un truc très jouissif, même si tu sais pas ce qui t'attend. Et moi, je suis une grosse stressée. Hein. Je suis une grosse stressée de dire putain, moi j'étais du genre à faire des plans de vie sur 5 ans au lycée. Exactement pareil. Voilà. Et de devoir. C'est aussi une preuve de maturité de se dire bah, plus le temps passe, plus on se rend compte qu'on peut pas planifier sa vie, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi. Il y a des conditions, des circonstances, mais je veux dire, moi je suis pas maquée, j'ai pas de gamin, je suis en mode, bah, moi demain je sais pas ce que je bouffe. Justement, c'est l'avantage que tu as. C'est ça. Et de me dire, bah, moi, t'es marrant, mais qu'est-ce que je vais faire comme métier? Mec, je sais pas ce que je bouffe ce midi, donc. Qu'est-ce qu'il me pose comme question? Ben, non, mais ça, c'est un peu la question. Bah, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de centres d'intérêt. Tu sais, je suis un peu en mode, on verra bien, quoi. Genre, mais je sais pas ce que je fais. Mais je sais que de toute manière, je serai jamais dans la galère parce que j'ai des problèmes d'argent, je taffe. Enfin, je veux dire, tu c'est sais, ok. Tu sais subvenir. Oui, subvenir à mes besoins, et je suis adaptable. Mais ça, c'est une force parce que du coup, je me dis, bah, je peux faire ce que je veux. Mais après, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Et là, c'est un autre truc. Mais ça a été difficile, hein. Ça a été des mois, enfin, au moins 2-3 mois de réflexion parce qu'il a fallu toucher le fond. Il a vraiment fallu toucher. J'ai dû racler les fonds marins pour me dire. Pardon, excuse-moi. Non, mais les fonds marins. Et il a fallu que je touche vraiment le fond du fond pour me dire ah, c'est peut-être pas une bonne idée. Oui. Ouais, j'aime pas trop cette direction là. Je pense que là on se gourre, les gars. Je pense que il est temps de faire demi-tour. Non, parce que après ça dépend encore une fois des personnes, mais je crois que je pense comme beaucoup en vrai, mais je veux pas faire de généralité, mais je suis le genre de personne, j'ai besoin d'être sûre de toucher le fond pour me dire ah, effectivement je devrais peut-être arrêter, tu vois. Mais c'est en amour, professionnellement. Et comme tout le monde, faut. C'est ça. Faut pas s'en vouloir. Il faut avoir un électrochoc. L'effet d'électrochoc. Voilà, le déclic. Et le déclic, ça a été l'arrêt, en fait. Parce que vraiment. Et le fait de se dire, putain, mais en fait, ce qui me crée toutes mes angoisses, ce qui m'a créé ma dépression, ce qui m'a créé ces angoisses, c'est que j'ai fait plein de trucs où je me suis confortée dans ces choses-là, alors que ça ne m'épanouissait pas. Typiquement, la salle de sport, j'en ai fait pendant 1 an et demi. Ça a été hyper salvateur pour moi, pour ma confiance en moi. J'ai adoré la musculation. Bah, j'ai commencé toute seule, je connaissais rien. Hein. J'étais vraiment une débutante de chez débutante. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin pendant 1 an et demi. J'ai bûché. Donc j'allais 4 fois par semaine, 1h30 de séance. Enfin, vraiment, c'était très très important pour moi. Et au final, j'ai même pris un coach, donc personnel, c'est ce que je disais au début, pour prendre en masse musculaire, donc je prenais ça très au sérieux, sauf qu'en fait, ça m'a dégoûtée de la salle, et ça ne devenait plus un plaisir, ça devenait... une corvée. Ça devenait une corvée, et en plus, avec ça, il y avait un régime alimentaire très strict, ce qui faisait que ça m'a redéveloppé un peu des TCA, donc troubles du comportement alimentaire.
où pendant 3 mois j'ai littéralement mangé matin, midi, soir la même chose. Donc c'est très dur. Et en fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, donc le sport, le théâtre, le travail à côté, ça me faisait des semaines de malade en fait. Bah t'avais pratiquement explosé, pas de temps à toi. Bah oui, typiquement, une journée type c'était le lundi, je me lève à 6h30, je mange 3 œufs, comme ça, là, direct. J'attends un peu de digérer, donc en général, faut attendre 1 heure. Ensuite, je vais à la salle à 7h30, donc Basic Fit. Je m'entraîne 1h30 à 2h, parce je prends en compte l'échauffement, etc. Et le temps de route, machin. Je vais en cours de 10h30 à 18h. Et après, le lendemain, rebelote, etc. J'y allais 4 fois par semaine. Il y avait des jours où j'allais pas. Mais le mercredi après, le samedi, toute la journée, je bossais à mon magasin. En plus des cours, en plus de la salle, le fait de faire une charge mentale, t'as peur, tout quoi. Cuisiner, Oui, c'est cuisiner en avance, c'est faire en sorte d'avoir le quota de prod pour la journée, toutes tes calories pendant la journée, c'était invivable en fait. T'as une charge mentale, mais laisse tomber, c'était... et ça m'a fait exploser, et je me suis dit, bah en fait, là, c'est pas la vie c'est pas cette vie que je veux en fait. Et il y a aussi cette déchéance par rapport à la salle, parce que c'est sortir de la zone de confort aussi par rapport à la salle, où je me suis dit, bah la salle, ça m'a bien servi, ça a été super salvateur, ça m'a beaucoup aidé, mais là, bah encore une fois, je dois arrêter, parce que là, c'est ma santé, et si je continue, bah ça va être contre-productif, parce que je perdais même du poids, vu que je m'alimentais plus, parce que j'avais plus faim, parce que j'étais en dépression, parce que, tu vois, donc c'est un cercle vicieux. Et il a fallu encore beaucoup de courage, et je pense que ceux ou celles qui vont à la salle et qui écouteront le podcast me comprendront. Il n'y a rien de pire quand t'es go muscu d'arrêter la salle, parce que 2 jours sans salle, c'est comme une drogue, c'est une addiction. Donc tu te dis putain, c'est la culpabilité, c'est de dire mais je vais tout perdre, et tu te sens mal, tout quoi. Le travail c'est comme quand t'arrêtes la clope, où tu te dis ouais. putain mais il faut que j'y retourne là, faut que j'y retourne, je suis à cran, parce qu'il y a aussi un truc de tu te défoules en fait. Donc quand t'as pas la salle, t'accumules et tu défoules pas. Donc non, ça a été difficile d'arrêter la salle, et maintenant je m'en porte très bien, et putain qu'est-ce que je kiffe de pouvoir manger ce que je veux. J'ai redécouvert les gâteaux, genre chose que je ne mangeais plus, pouvoir manger ce que je veux, et sans culpabiliser surtout. Ça c'est un autre sujet encore, la culpabilité. Justement, j'allais te demander Grand comment sujet. tu te sens maintenant que t'as tout arrêté comme Ah ça. bah incroyablement mieux. Mais c'est ça qui est terrible, c'est parce que tu te dis putain, je me sens bien en fait, je me sens super bien. J'ai plus le théâtre, je me sens génial. Je vais plus à la salle, je me sens génial. Je culpabilise pas du tout. Je vis ma meilleure vie. Moi le matin je fais enfin des vraies nuits. Je me lève, mais je n'ai jamais aussi bien dormi depuis que j'ai arrêté tout ça en fait. Ouais. Et en fait, petit tips, c'est comment vous savez si vous avez eu un super sommeil réparateur. Bon, déjà quand vous vous levez, vous le savez. Mais souvent, c'est quand vous rêvez. Quand vous rêvez, c'est signe que vous avez un sommeil profond, et du coup que vous êtes avez vraiment... eu le temps de rêver. On a eu le temps de rêver, et que votre sommeil est très réparateur. Et là, tu vois, en ce moment, je rêve toutes les nuits, quoi. Alors que ça faisait longtemps que ça t'était pas arrivé. Ça faisait très longtemps, genre des mois et des mois. Et là, depuis, on va dire décembre, je tape mes meilleures nuits, quoi. Mais même ma peau, ça va beaucoup mieux, parce que j'ai fait beaucoup d'acné, etc. Ça va beaucoup mieux. Parce que moins de stress. Moins de stress. C'est des cures de jouvence, je sais pas comment le dire, mais je dors, je sens que mon corps me dit merci, thank God, quoi. Vraiment, c'est en mode genre, je me réveille le matin, j'ai l'impression d'être une princesse Disney, tu sais. Je me dis, ah ouais, non, j'ai l'impression d'être... Alors, heureusement que je me vois pas tout de suite, parce que du coup, je me réveille et je me sens, mais comme une rose fraîche, là, avec la petite perlée du matin, la rosée du matin. Je suis là en mode, oh là là, j'ai le teint si frais. Après, je vois ma gueule dans le miroir. Et là, je me dis, ah, oui, bon. Ça faut pas en tenir compte. Ouais, c'est tout le monde j'ai pareil. dit, non, mais en vrai, le miroir ment. Le miroir ment, moi, je sais. Il est pas sympa. Non, mais c'est ça. Donc, du coup, tout ça pour dire que je vis ma best life. Je vis ma best life, et que je pense qu'il faut vraiment pas se sentir coupable. De toute façon, moi, un truc que je me dis, c'est vraiment, même dans le passé, par rapport à des choix que j'ai fait dans le passé, où on peut avoir tendance à regretter, parce que moi, je veux vraiment... Enfin, c'est un truc je mets beaucoup de temps à prendre des décisions, mais quand je les prends, tu vois. Et je me dis, si j'ai pris cette décision à ce moment donné, c'est que j'avais des raisons de la prendre, et il faut pas que je m'en veuille, parce que là, le mois d'aujourd'hui...
se dit ah putain t'aurais pas dû faire ça, t'es trop conne, si j'avais su. Oui, mais à cet instant T tu savais pas. Donc t'avais des éléments qui t'ont permis de prendre une décision, qu'elle soit bonne ou pas, à l'instant T, pour toi c'était la meilleure décision. Donc tu l'as prise. Donc à partir de ce moment-là, y a pas à regretter. Enfin, si toi à l'époque tu te dis j'ai pris cette décision parce que je pensais que c'était la meilleure, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de regret à avoir. Si tu prends une décision alors que tu l'as fait à contre-cœur, là je sais pas. Mais c'est comme là, à l'heure actuelle, où je me dis j'ai bien pris le temps de réfléchir, je prends cette décision et pour moi c'est la meilleure. Et puis tant pis en fait, mais pour moi c'est la décision que je dois prendre et c'est la meilleure pour moi, donc j'y vais. Et tant pis si plus tard je dirais ah merde j'aurais pas dû machin, ça sert à rien en fait, parce que en vrai je trouve on sait pas de quoi est fait l'avenir, parce que ça se trouve tu dis ça maintenant, c'est clair. J'ai le seum parce que j'ai pas terminé mon année au conservatoire, mais ça se trouve à 30 ans tu seras actrice peut-être, enfin, genre tu vois, et ça va percer, enfin peut-être, tu veux dire si j'avais continué dans cette voie, ou si j'avais, dans le sens où je serais triste parce que je me serais écoutée, ou parce que si je m'étais pas écoutée j'ai pas compris non plus. On reprend depuis le début. En fait, par exemple, là, actuellement, t'as quitté le conservatoire. Tu peux avoir des moments où tu te dis ah putain, mais j'aurais pas dû parce qu'il me restait une année et après ça se trouve j'aurais décroché des rôles et tout ça. Non. Mais en vrai, ça se trouve qui te dit que plus tard tu vas retourner travailler au théâtre, on sait pas en fait. Exactement. Non mais tu vois, enfin encore une fois, quand je mets du temps à prendre les décisions, mais quand je les prends. Et là, pour moi, à l'heure actuelle, continuer le conservatoire ne m'aurait rien apporté. Et il peut y avoir l'excuse d'un diplôme, par exemple. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais en licence de... Il était reconnu par l'État, celui-là ? Non. En fait, si tu veux, le diplôme du conservatoire, c'est ce qu'on appelle le DET, donc diplôme d'études théâtrales. Si tu veux, ce diplôme, en soi, ne vaut pas grand-chose. Il n'a pas de valeur. Ça nous permet pas de... Et il coûte une fortune ? Alors... en soi, c'est les frais d'inscription au conservatoire. Mais si tu veux, ça nous permet de clôturer l'année. Mais je crois qu'en plus, alors je veux pas dire des bêtises, mais je suis sûre à 99% qu'il n'est plus obligatoire ce diplôme-là. Dans certains conservatoires, c'est plus obligatoire. Mais nous, on a décidé de le garder parce que c'est 30 minutes de plateau qu'on offre aux étudiants pour... en fait, c'est une carte blanche en fait de 30 minutes et tu fais ce que tu veux sur le plateau. Donc il y a un vrai moment de partage, de plaisir, c'est jubilatoire d'avoir 30 minutes de plateau, sachant que à l'avenir, c'est tellement difficile de trouver des scènes ou des plateaux sur lesquels se produire, que là en fait on nous fait un cadeau si tu veux. Donc voilà, mais si tu veux, ce diplôme-là, il allait rien m'apporter, il allait pas m'ouvrir de porte. Donc que je ne l'ai ou pas, ça ne change rien. Et que je continue ou pas l'année, ça ne change rien à mon évolution non plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas de regrets. Après, c'est différent si ceux ou celles qui nous écoutent, ils sont dans des formations. Moi, ça m'est arrivé par exemple quand j'étais en licence de ressources humaines à Tours, où il y a un mec de ma promo qui 2 semaines avant la fin des cours s'est cassé. Donc il avait que 2 semaines à tenir de cours, il s'est barré. Et là, c'est une connerie, tu vois. Parce qu'on se dit, mec, t'as tenu toute l'année, tu te barres 2 semaines avant la fin. Là, pour moi, c'est pas une décision... Enfin, ok, ça te plaît pas, mais prends au moins le diplôme qui est reconnu et après tu te casses, tu vois. Mais 2 semaines, c'était ridicule. Donc pour moi, voilà, c'était pas un bon move, mais bon... Dans ce genre de circonstances-là, il faut se poser les bonnes questions. Mais là, dans ma situation, continuer ne m'aurait servi à rien. Et c'est pour ça que je regrette pas. Et que, à l'avenir, je peux être... admettons que je me dise... je me demande comment j'aurais évolué dans le milieu du théâtre. J'ai déjà tenté, j'ai vu comment c'était, j'ai vu l'envers du décor. Je sais ce que ça implique maintenant de réussir dans ce métier et dans cette voie. Et maintenant que j'ai toutes les cartes en main pour savoir comment ça fonctionne, voilà. Moi, je me dis, c'est ce que je disais, il y a 10% de grosses forces jubilatoires et c'est bien, parce que plaisir intense. Tu t'es rendu compte de l'envers du décor. Ça a été une aventure, une traversée où j'ai vraiment bien vu ce que c'était le métier. Alors après, oui, certes, professionnellement, je sais pas ce que c'est parce que on n'est pas lâché dans la jungle et que je sais pas ce que ça fait de monter une compagnie ou d'aller chercher du travail, mais on a des échos dans le théâtre, tout le monde connaît un peu tout le monde. Puis tu côtoies des gens. Et puis je côtoie des gens qui ont des compagnies, qui ont monté des compagnies, et je côtoie des artistes aussi qui nous expliquent comment c'est galère. Enfin, je veux dire, j'ai pas le
pied dans le monde pro, mais la prépa, c'est une prépa qui nous prépare du coup au monde professionnel. Donc on est formé pour être des acteurs professionnels. Donc le monde professionnel, même si on n'est pas dedans, on sait à quoi il ressemble. Et on nous fait voir, on nous le dépeint assez pour savoir ce qui nous attend dehors. Donc c'est pour ça que j'ai aucun regret. Et que c'est pour ça que pour moi c'était la meilleure décision à prendre. Que tu pouvais prendre pour toi. Ouais. Et on va terminer avec cette dernière question du coup. Ouais. Quel conseil tu donnerais pour les personnes qui aimeraient sortir de leur zone de confort? Moi, le conseil que je pourrais donner, parce que je suis sortie donc plusieurs fois de ma zone de confort, ça serait premièrement faire un point et être honnête envers soi-même en se disant bon, là c'est ma situation, visiblement je ne suis pas épanouie dans cette situation, du moins pas autant que j'aimerais l'être. Voilà, faire le constat en fait des choses, c'est-à-dire ne pas se mentir et vraiment accepter d'être honnête envers soi-même, même si ça fait mal, et de se dire ok, est-ce que je suis vraiment bien, se poser les bonnes questions, faire une espèce de petit constat. Une fois qu'on a fait ça, et c'est vraiment une des étapes les plus difficiles, parce que être honnête envers soi-même et ne plus se voiler la face, ça demande beaucoup de courage, comme on le disait, de réflexion, de temps, et faut pas s'en vouloir. Dans un second temps, take action, vraiment en mode, une fois que vous avez cerné vos problématiques, passer à l'action en fait, et se dire, c'est vraiment comme sauter à l'élastique ou sauter à l'acrobranche. Ça fait extrêmement peur, tout votre corps dit non, je vais mourir, mais en fait c'est vraiment psychologique, et se dire, je sais pas ce qui m'attend après, mais soit je reste ici, je stagne et je me complais dans ma douleur, et en fait vous stagnez et vous stagnez, mais alors ne vous plaignez pas. Soit vous décidez de sauter, et dans ce cas-là, oui c'est vrai, vous savez pas ce qui vous attend en bas, mais c'est pas forcément négatif, et il faut prendre des risques en fait à un moment, donc sauter. Et surtout, en dernière petite conclusion, une fois que vous avez passé le cap, de ne pas culpabiliser, d'être vraiment doux envers soi-même, et pas être exigeant. Et voilà, de pas être exigeant, d'être doux, et vraiment d'avoir beaucoup d'amour pour soi, et de se dire j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai pris la bonne décision parce qu'il fallait que je m'épanouisse, il fallait que je mette mon bien-être avant tout. Et même si certains ou certaines nous écoutent en se disant oui, c'est facile de dire ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, moi je l'ai fait, mais bon, voilà, moi non plus c'est pas facile, moi je suis pas aidée financièrement, j'ai autant de galères financières que n'importe qui, etc. Je suis étudiante, j'ai fait des dossiers pour avoir l'aide aux étudiants, les bourses, je veux dire, je suis vraiment pas aidée non plus, je parle pas... ma mère elle roule pas sur l'or, c'est la galère et tout, mais de se dire que en fait il y a à chaque problème a sa solution, et qu'il y a un moment où il faut prendre les devants, et il faut pas culpabiliser, parce que si vous prenez cette décision, c'est parce qu'il faut la prendre, et que c'est la bonne pour vous, et que c'est la bonne pour vous, et que vous savez pas de quoi l'avenir est fait, et qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui vous attend que ce que vous êtes de l'endroit où j'ai même plus les mots. de l'endroit où vous êtes maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est la conclusion. Merci beaucoup, Marie. Merci, Mélanie. C'était formidable. C'était formidable, encore une fois. Oh, arrête. Non, mais je vais vraiment. rougir. Merci à nous de vous... merci à nous. Merci à nous. Je nous remercie. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire YouTube, sur Instagram. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Dolly's Talk. Gros bisous. Mouah. Bye bitches.